Un milliardaire découvre la fille de sa gouvernante en train de laver secrètement la vaisselle, et il est sur le point de découvrir la vérité désespérée qu'elle ferait tout pour cacher. 3 heures du matin. Le milliardaire Arthur Coleman arpente les couloirs silencieux de son immense demeure lorsqu'une vision inattendue l'arrête dans sa cuisine démesurée. Claire, une jeune fille de 17 ans, fille de sa gouvernante, frotte une montagne d'assiettes du dîner. Ses mains sont rouges et à vif. Ses yeux s'écarquillent de terreur. Elle devrait être au lycée. Au lieu de ça, elle est là, à mentir pour protéger un secret désespéré. Le milliardaire, un homme qui a bâti sa fortune en lisant les gens comme des livres ouverts, sait immédiatement que ce n'est pas simplement une adolescente qui aide sa mère. C'est l'indice d'un sacrifice qu'il ne comprend pas encore. Arthur Coleman avait construit un empire en repérant les schémas, les anomalies, les tempêtes avant qu'elles n'éclatent. Mais le sommeil était un luxe qu'il ne pouvait plus s'offrir. Cette nuit-là, le silence de son immense mansion vide était le bruit le plus assourdissant, jusqu'à ce qu'il soit brisé. Le grand carillon de l'entrée sonna 3 coups lourds à 3 heures du matin, résonnant dans le couloir de marbre. Arthur se tenait en haut du grand escalier, sa robe de chambre en soie serrée autour de lui. Il avait essayé de lire dans la bibliothèque, un gros livre d'histoire romaine encore fermé dans sa main. Il avait essayé la musique, la méditation, rien n'y faisait. Son cerveau, cet outil qui lui avait valu des milliards, refusait de s'éteindre. C'est alors qu'il entendit le bruit. Pas un bruit dangereux, sa sécurité était impénétrable. Un petit bruit discret, presque coupable, le léger claquement d'un verre posé sur le granit. Il descendit sans un bruit, pieds nus dans ses pantoufles en cuir, et poussa la lourde porte en chêne de la cuisine principale. La pièce était plongée dans la pénombre, seulement éclairée par la petite veilleuse jaune au-dessus de la cuisinière industrielle. Là, au milieu de cet océan d'inox et de bois sombre, une silhouette minuscule courbée au-dessus de l'évier profond. Une fille, mince, frêle, qui frottait furieusement un verre en cristal comme si sa vie en dépendait. Arthur s'éclaircit la gorge. La fille sursauta, inspira brutalement, fit volte-face si vite que le verre lui échappa des mains savonneuses. « Oh !» cria-t-elle en le rattrapant de justesse, les doigts blanchis à force de serrer. Ses yeux étaient immenses, pas juste surprise, terrifiée, une terreur disproportionnée. « Monsieur Coleman !» souffla-t-elle. Il ne la reconnut pas tout de suite. Il avait du personnel, mais il ne les voyait presque jamais. « Qui êtes-vous » ? Je m'appelle Claire, monsieur, Claire Miller. Elle essuyait frénétiquement ses mains sur un torchon. La fille d'Hélène, Hélène Miller, votre gouvernante. Le déclic se fit. Hélène, une femme discrète, fiable, irréprochable depuis 5 ans. Arthur alluma les lumières principales. La cuisine s'illumina d'une lumière crue, presque clinique. Claire tressaillit. Il la vit vraiment pour la première fois. 17 ans environ, cheveux blonds attachés en une queue de cheval fatiguée, mèches collées au front moite, des cernes violets, profonds comme des bleus de guerre, une exhaustion qui semblait ancienne. « Que fais-tu ici à cette heure-ci » demanda-t-il plus doucement. « Où est ta mère ?»« Elle est malade, monsieur, juste un gros rhume. Elle se sentait tellement coupable pour la vaisselle de votre réception. Je lui ai dit que je m'en occupais pour qu'elle puisse se reposer. » Arthur regarda l'évier, un chaos digne d'un traiteur. Assiettes, plats, verres, poêles, de quoi occuper 3 personnes pendant des heures, pas une adolescente seule. « Un gros rhume » répéta-t-il. « Et elle t'envoie ici à 3 heures du matin ?» « Non !» La voix de Claire devint soudain vive, presque en colère, protectrice. « Elle ne m'a pas envoyé, elle ne sait même pas que je suis là. J'ai une clé, je l'aide parfois le week-end. Je voulais juste que ce soit fini avant qu'elle se réveille. » Un mensonge courageux, mais un mensonge quand même. « Tu devrais être au lit, Claire, tu as cours aujourd'hui. » Elle tressaillit. Un micro-mouvement d'épaule, un regard qui fuit. Arthur le remarqua. Il avait bâti sa fortune en repérant exactement ce genre de tressaillement à l'autre bout d'une table de négociation. « Oui, monsieur, » murmura-t-elle, les yeux rivés au sol. « Je finis vite, je suis très discrète. » Elle lui tourna le dos, comme pour le congédier. Arthur ne bougea pas. Il observa 1 minute entière. Les petites mains rougies par l'eau brûlante. Le sac à dos avachi près de la porte de service, vieux, bleu délavé, fermetures éclairs distendues. Et, accroché à la grande fermeture, un cordon doré et bleu vif, le cordon d'honneur des majors de promotion. À côté, dans la poche latérale, une petite photo encadrée. Une jeune femme et un soldat en uniforme impeccable, 101e Airborne. Arthur fronça les sourcils. Major de promotion. Vaisselle à 3 heures du matin. Mensonge. Épuisement. Les pièces ne collaient pas. « Laisse la vaisselle » ordonna-t-il soudain.
Claire se figea, main dans l'eau savonneuse. « Monsieur, laisse, rentre chez toi, dors. »« Mais ma mère, elle va paniquer si ce n'est pas fait, elle risque des ennuis. »« Je me charge de ta mère, va-t'en, Claire. » Elle hésita, ses épaules s'affaissèrent, pas de soulagement, mais d'échec. Elle enleva le tablier trempé, attrapa son sac et disparut dans l'obscurité de l'aube naissante. Arthur resta seul dans la cuisine immense. Le silence revint, mais il était désormais rempli de questions. À 7 heures précises, il appela George, son majordome depuis 20 ans. George, 2 choses. Premièrement, Helen Miller, situation exacte. Un silence, bruit de clavier. Elle accumule les arrêts maladie depuis 2 mois, monsieur. Je préparais son dossier de licenciement. Suspendez ça. Deuxièmement, sa fille, Claire, 17 ans, terminale. Je veux tout savoir, lycée, notes, absence, et trouve qui est le soldat sur la photo dans son sac, 101e Seaborn. Toute la journée, Arthur fut ailleurs. Réunion, appel avec Hong Kong, Londres, mais il revoyait les yeux terrifiés de la fille, le cordon doré, l'évier. À 16 heures, George frappa à la porte du bureau, un mince dossier à la main. Il avait l'air grave. « Vous aviez raison, monsieur. » Il posa le dossier. Claire Miller, 17 ans, Northwood High School, major de promotion du comté, 4.0 de moyenne, bourse complète pour Georgetown qui vient d'expirer. Il fit glisser une seconde feuille. Il y a 25 jours, elle a purement et simplement arrêté de venir en cours. Le lycée a signalé l'absentéisme, la bourse est perdue, elle ne validera pas son diplôme. Arthur sentit son estelage se serrer. Pourquoi ? George baissa la voix. Helen Miller n'a pas un gros rhume. Diagnostic il y a 2 mois, lupus sévère et agressif. Les nouveaux traitements, le spécialiste, l'assurance les considère comme expérimentaux. Le médicament principal coûte 900 $ par mois de poche. Arthur fixa le dossier longtemps. Une des 160 meilleures élèves du pays en train de sacrifier son avenir pour laver sa vaisselle à 3 heures de la matinée. Le silence, cette fois, fut insupportable. Arthur sentit un nœud glacé se resserrer dans son estomac. Helen avait été licenciée de son second emploi, dans une pressing, à cause de ses absences répétées. Votre maison, c'est tout ce qu'il leur reste. Le téléphone a été coupé pour économiser. 900 $ par mois. Pour vous, ce n'est rien, une erreur d'arrondi. Pour elle, c'est un avenir. Claire, c'est tout. Elle sèche les cours pour travailler, c'est ça ? Je creuse encore, monsieur, répondit George, mais il semble qu'elle assure aussi les heures de sa mère ici, sans être payée, juste pour que vous ne la mettiez pas à la porte. Elle essaie de garder le poste et l'assurance maladie que sa mère est trop malade pour honorer elle-même. Arthur se leva d'un bond, la colère et la tristesse bouillonnant en lui. Il marcha jusqu'à la fenêtre. « Le soldat, George, la photo !» George fit glisser la dernière feuille sur le bureau, une vieille photo militaire en noir et blanc. Capitaine Robert Miller, le grand-père de Claire, le père d'Hélène. Baker Company, 101e division aéroportée, 2 campagnes, décoré, décédé en 2010. Arthur regarda le nom et son sang se glaça. Baker Company. Il se tourna vers la bibliothèque, attrapa un cadre qu'il n'avait pas vraiment regardé depuis des années. Une photo d'un groupe de jeunes soldats souriant dans une jungle poussiéreuse. « Mon frère », murmura-t-il d'une voix à peine audible. « Mon frère aîné, Thomas. Il était dans la Baker Company. Il n'est pas rentré. » Il regarda George, les yeux clairs et durs comme la glace. « Ce n'est pas une employée, George. C'est la famille. »« Monsieur, trouve-moi leur adresse et dis-moi où est Claire Miller, là, tout de suite. » L'adresse était un immeuble gris et fatigué dans un quartier qu'Arthur n'avait pas vu depuis 40 ans. Il prit sa berline la plus discrète, pas la Rolls, il voulait être invisible. L'immeuble sentait le chou bouilli et la moquette usée. Il monta 3 étages à pied, le béton fissuré sous ses chaussures. Il frappa à la porte 3B. Des pas lents, douloureux. La porte s'entr'ouvrit, retenue par la chaînette. Un œil apparut. « Hélène » dit-il doucement. La porte claqua, un sanglot étouffé, puis le bruit de la chaînette. La porte s'ouvrit en grand. La femme devant lui était un fantôme. Elle avait 10 ans de moins qu'Arthur, mais en paraissait 20 de plus. Ses mains étaient gonflées comme des griffes, son visage gris de douleur. Elle s'appuyait lourdement sur un déambulateur métallique. Ce n'était plus la gouvernante impeccable qu'il connaissait. « Monsieur », souffla-t-elle, la voix épaisse de honte, « j'allais vous appeler, j'ai juste... » « Hélène », coupa-t-il doucement, «
je suis venu vous voir. » Il entra dans le minuscule appartement, impeccable mais glacial. Un seul petit radiateur électrique luisait faiblement dans un coin. « J'ai vu Claire hier soir. » Le visage d'Hélène s'effondra, elle s'écroula sur le canapé usé. « Oh mon Dieu, elle avait promis, je lui ai dit de ne pas y aller. Je peux encore travailler, juste quelques jours. »« Hélène, pourquoi ne m'avez-vous rien dit ?»« Et dire quoi ?» murmura-t-elle, les larmes coulant sur ses joues blêmes. « Que je ne peux plus faire mon travail, que vous devriez me renvoyer. Ce poste, c'est tout ce qu'on a. L'assurance, les visites de base, c'est tout. » « La bourse, dit Arthur d'une voix calme, la bourse présidentielle, Georgetown. » Hélène releva brutalement la tête, une douleur plus vive encore dans les yeux. Elle laissa échapper un son qui n'était pas un cri, un hurlement venu du fond de l'âme. « J'ai trouvé la lettre, celle de la Maison Blanche, dans la poubelle. Je lui ai demandé, elle m'a regardé, avec ses yeux vides, épuisés, et elle a dit « Une bourse, maman, ça paye tes médicaments, ça garde l'électricité. » Elle agrippa ses propres cheveux, les doigts tremblants. Elle jette toute sa vie, sa magnifique vie, pour moi, pour 900 $. Arthur sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. Cette pauvreté-là, il l'avait oubliée, celle des choix impossibles. Où est-elle, Hélène, en ce moment? Elle a trouvé un vrai travail, chuchota Hélène, comme si elle avouait un crime. Un poste de nuit, pour pouvoir être là le jour, au cas où je tombe. C'est au diner Evening Star, en centre-ville. Restez ici, fermez à clé, je reviens. L'Evening Star Diner était bruyant, criard, imprégné d'odeurs de café froid et de friture. Arthur Coleman avait l'impression d'avoir atterri sur une autre planète. Il s'installa dans un box au fond, son manteau en laine sur mesure détonnant comme un costume de scène. Une serveuse plus âgée, au visage fatigué mais doux, vint prendre la commande. « Juste un café noir, merci. » Il balaya la salle du regard. Et il la vit. Claire slomamait entre les tables, un lourd plateau marron en équilibre sur un bras. Sa queue de cheval blonde était cachée sous une charlotte bleue. L'uniforme, trop grand, portait le prénom Patty, brodé en rouge. Elle bougeait avec une efficacité mécanique, sans sourire. Elle remplissait les verres d'eau, débarrassait, prenait les commandes. Elle avait 17 ans, était boursière présidentielle et semblait faire ça depuis toujours. Il la vit grimacer en soulevant un bac à vaisselle plein. Il vit le gérant, un petit homme colérique aux chemises tachées, lui aboyer dessus. Elle hochait la tête, visage fermé, et continuait. Il attendit, but son café amer à petites gorgées. 20 minutes. Elle débarrassait le box voisin, les bras chargés d'assiettes. « Claire !» Sa voix n'était pas forte, mais elle trancha net dans le brouhaha. Elle se figea. Les assiettes s'arrêtèrent de tinter. Elle se tourna lentement. Quand elle le reconnut, toute couleur quitta son visage. Le plateau trembla dans ses mains, puis bascula. Il s'écrasa au sol, dans un fracas assourdissant. Assiettes brisées, verres explosés, ketchup et restes de nourriture éclaboussant le lino. Tout le diner se tut. Claire restait plantée là, les yeux rivés sur le désastre, puis sur lui. Ses épaules se mirent à trembler. « Miller !» hurla le gérant depuis le comptoir. « Mitch, d'après son badge. Tu te fous de moi? Ça va sortir de ta paix !» Claire ne regardait pas Mitch. Elle regardait Arthur. Ses yeux, déjà terrifiés dans la cuisine, étaient maintenant remplis d'une humiliation totale, absolue. Elle tomba à genoux et, à main nue, commença à ramasser les morceaux de verre. « Miller, prends un balai, tout de suite !» beuglait Mitch, rouge de colère. « T'as de la chance que je te vire pas sur le champ. Ça fait 1 semaine de salaire, espèce d'idiote !» Ça suffit. La voix d'Arthur n'était pas forte. Elle était basse, froide, lourde d'autorité. Elle coupa le silence mieux que tous les cris de Mitch. Il se leva, marcha jusqu'à eux et se planta entre le gérant et la jeune fille à terre. Il dominait Mitch d'une tête et, malgré ses presque 70 ans, dégageait une puissance incontestable. Mitch leva enfin les yeux vers lui. Le manteau hors de prix, la montre en or, le visage d'un homme qui n'avait rien à faire ici. « Et vous êtes qui, vous » tenta Mitch, mais la voix déjà moins assurée. « C'est une enfant » répondit Arthur, « une enfant visiblement épuisée. » Il sortit son portefeuille, en tira 3 billets de 100 $ qu'il posa sur le comptoir. « Ça, c'est pour la vaisselle cassée, mon café et le dérangement. » Mitch ramassa l'argent en une fraction de seconde. Arthur lui tourna le dos, un geste de mépris total, et s'accroupit devant Claire. Ses genoux protestèrent un peu. Elle pleurait en silence, les larmes traçant des sillons dans la crasse de son visage.
Elle essayait encore de ramasser les éclats, les mains tremblantes. « Claire, dit-il doucement mais fermement, lève-toi, on s'en va. »« Je peux pas, mon service, j'ai besoin. »« Ton service est terminé. » Il lui tendit la main. Une main propre, solide, celle qui signait des contrats à 9-0. Elle la regarda comme une bouée de sauvetage. Lentement, tremblante, elle posa sa petite main graisseuse dans la sienne. Arthur la releva comme si elle ne pesait rien. Il ne lâcha pas sa main. Il la guida vers la sortie, la protégeant des regards des clients. « Hé, attendez !» lança Mitch, comprenant soudain qu'il perdait une employée. « Vous pouvez pas !» Arthur s'arrêta sur le seuil, se retourna. « Si, c'est fini !» Et la façon dont il le dit fit taire Mitch pour de bon. Arthur Coleman poussa la porte vitrée et emmena Claire Miller dans l'air froid de la nuit, laissant derrière eux les assiettes brisées et l'odeur d'oignons frits. Dans la voiture, le silence était total. Une berline sombre et lourde, pas le modèle clinquant. Ça sentait le cuir ancien et un soupçon de tabac à pipe. Les sièges chauffants ronronnaient doucement, mais Claire était si gelée qu'elle ne les sentait pas. Elle était raide, les mains jointes sur ses genoux, encore pleines de graisse. Elle fixait l'horloge du tableau de bord, 23h47. Elle n'avait pas dit un mot depuis qu'il l'avait installée. Arthur conduisait calmement, les mains posées légèrement sur le volant. Pas de radio. Seul le bruit régulier des essuie-glaces sur la brume légère. Il la regarda du coin de l'œil. Juste une silhouette dans l'obscurité, le visage détourné. « Tes mains » dit-il doucement. « Tu es coupée ?» Elle sursauta, surprise par le son de sa voix. « Quoi ? Le verre, tu saignes ?» Elle ouvrit lentement les poings. Elle n'avait rien senti. Une ligne sombre barrait sa paume droite. « Je sais pas, c'est rien. » Arthur soupira. Il se rangea le long d'un trottoir, sous les arbres d'une rue calme. Coupa le moteur, alluma la veilleuse intérieure, une lumière jaune et douce. Là, il la vit vraiment. Visage sale, cheveux collés, la petite coupure qui perlait de sang. « Ça va piquer », prévint-il. Il ouvrit la boîte à gants. Tout était rangé, comme dans sa vie, et en sortit une petite trousse de secours noire. Il en sortit une lingette antiseptique et un pansement. « Donne-moi ta main. »« Non, c'est bon, je vais salir votre voiture. » Claire. Le même ton qu'au dîner, doux mais d'acier. Elle hésita, puis tendit lentement sa main tremblante. Il la prit dans la sienne, chaude, étonnamment douce, mais ferme. Il tamponna le sang, ouvrit la lingette. Elle grimaça quand l'alcool toucha la plaie. « Je t'avais prévenu, dit-il sans lever les yeux. Mon frère Thomas disait toujours « Un petit mal maintenant vaut mieux qu'un grand mal après ». Il nettoya la coupure avec une précision presque tendre, posa le pansement, l'enroula soigneusement autour de sa paume. Elle le regardait faire, la respiration bloquée. Cet homme, qui faisait trembler les marchés, qui possédait la moitié de la ville, était là, garé au bord d'une rue déserte, à lui faire un pansement comme un père. L'absurdité de la situation, cette gentillesse inattendue, transperça enfin la honte de Claire. Une larme brûlante coula sur sa joue, puis une autre. Il finit le pansement et lui tendit un mouchoir propre, plié, sorti de la poche de son manteau. « Pour ton visage », dit-il sans la regarder. Il remit la voiture en marche et reprit la route. Elle s'essuya les joues. « Merci », murmura-t-elle. Sa voix était rauque, minuscule. « Je t'en prie. » Ils roulèrent encore quelques pâtés de maison en silence. « Georgetown », dit-il soudain. « Monsieur, c'est bien le projet, non ? Ou ça l'était ? Georgetown University. Pourquoi ?» Elle fixait le mouchoir sur ses genoux. « J'aime l'histoire et la politique. Je pensais pouvoir travailler au département d'État un jour. Tu veux servir ton pays ? » Ce n'était pas vraiment une question. « Oui, un objectif noble, » répondit-il. « Difficile à atteindre quand on ne va plus en cours. » La honte la brûla de nouveau, vive et cuisante. « Vous ne comprenez pas. »« Alors fais-moi comprendre, Claire, » dit-il d'une voix calme, raisonnable. « Je vois une jeune fille boursière présidentielle, majeure de promotion, avec une bourse complète pour une grande université, et elle jette tout à la poubelle. »« Je n'ai rien jeté !» explosa-t-elle, la voix brisée. Toute la colère contre le monde, contre l'injustice, jaillit d'un tout. « Je n'ai pas jeté ça! Qu'est-ce que j'étais censé faire ?» Elle pleurait à chaudes larmes maintenant. Les sanglots qu'elle avait retenus au dîner la secouaient enfin. « Quel choix j'avais! Je rentre du lycée. J'ai reçu la lettre, celle de la Maison Blanche. J'étais tellement heureuse. Je cours dans l'appartement et maman est par terre. Elle ne pouvait plus se lever. Elle avait tellement mal qu'elle n'arrivait même plus à pleurer. » Arthur écoutait. Ses phalanges étaient blanches sur le volant. Le médecin a dit lupus, que les anciens médicaments ne marchaient plus, qu'il en fallait de nouveaux, un spécialiste.
Et l'assurance, elle ne prend rien en charge. 900 $ par mois, rien que pour les cachets, sans compter le médecin, les analyses. Elle se moucha dans le mouchoir, indifférente à l'apparence désormais. Elle a perdu son autre boulot. Votre maison, c'est tout ce qu'il nous reste. Je l'ai vue essayer de récurer les sols et elle pleurait parce que ses mains étaient trop gonflées. Elle allait se faire virer. On allait perdre l'appartement. Tout. Sa voix tomba à un murmure. Alors, j'ai mis la lettre à la poubelle. J'ai appelé le lycée, j'ai dit que je ne reviendrais plus. J'ai pris son téléphone, j'ai bloqué le numéro de la principale. Il le fallait. « Et tu as commencé à travailler » compléta Arthur. « Il fallait que je remplace maman chez vous, gratuitement, pour que Georges ne se rende compte de rien. Et j'ai pris le poste au dîner, la nuit, 11 $ de l'heure. J'économisais pour les médicaments. J'y étais presque. Encore une semaine. » Elle était vidée. La confession l'avait crevée. Elle posa la tête contre la vitre froide. « Je déteste ça, souffla-t-elle. Je déteste tout ça. Mais j'aime ma mère. Je ne pouvais pas aller en cours d'histoire, écrire des dissertations sur la politique pendant que ma mère disparaissait sous mes yeux. À quoi sert une bourse si je perds ma mère ?» Arthur resta silencieux. Il conduisait. Il assimilait. Ce n'était pas une gamine qui séchait les cours, c'était un soldat. Un soldat qui prenait une décision tactique terrible. Un soldat sur un front perdu d'avance. Il se gara devant l'immeuble gris, celui-là même qu'il avait visité l'après-midi. « Tu ressembles beaucoup à ta mère, dit-il. »« Quoi ?»« Elle m'a menti aussi, répondit-il en se tournant vers elle. Elle a essayé de cacher sa maladie pour garder son travail, pour te protéger. Toi, tu m'as menti pour la protéger. Vous formez une famille de sacrés mauvais menteurs. » Un sourire tremblant, presque imperceptible, effleura les lèvres de Claire. « Vous êtes aussi toutes les deux très fières, continua-t-il. Et cette fierté vous coûte votre avenir. Elle coûte à ta mère sa santé. C'est notre problème, monsieur. Je vous rembourserai les assiettes. Je sais pas encore comment. » « Arrête de parler des assiettes, coupa-t-il, agacé. Les assiettes n'ont aucune importance. Le dîner n'a aucune importance. Les 900 $ n'ont aucune importance. Pour nous, si ? Ils n'en ont pas, répéta-t-il. Cette fois, sa voix était absolue. Sors de la voiture, on va voir ta mère. La montée des 3 étages fut différente. Claire devant, épaules voûtées de défaite. Arthur derrière, présence inébranlable. Claire galérait avec la clé, sa main bandée la gênant. Elle finit par ouvrir. L'appartement était plongé dans la pénombre, éclairé seulement par le faible radiateur électrique. Hélène était assise sur le canapé, enveloppée dans une couverture fine, le visage ravagé par la terreur. Elle avait visiblement attendu derrière la porte, imaginant le pire. Quand elle vit Claire dans l'uniforme sale du diner, elle poussa un cri étouffé. « Claire, mon bébé, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es blessée ?» Puis elle aperçut Arthur Coleman dans l'encadrement. Son visage passa de la peur à une honte abyssale. Elle tenta de se lever, par réflexe de gouvernante, mais ses jambes refusèrent. Elle retomba sur le canapé. « Monsieur Coleman, murmura-t-elle, la voix brisée, je ne sais pas quoi dire. » Elle fait des nuits dans un diner, dit Arthur en entrant dans la petite pièce, pour payer vos médicaments, les médicaments dont vous ne m'avez jamais parlé. La vérité flotta dans l'air froid, cru, laide. Hélène regarda Claire. Claire regarda le sol. « Tu lui as dit ?» souffla Hélène à sa fille. « Il était là, maman, au dîner. J'ai tout fait tomber, j'ai tout cassé. Je suis désolée, maman, tellement désolée. » Les défenses de Claire s'effondrèrent. Elle se précipita sur le canapé, enfouit son visage dans les genoux de sa mère et éclata en sanglots. Hélène l'enlaça, ses mains gonflées et douloureuses caressant les cheveux de sa fille. Elle leva les yeux vers Arthur, qui les dominait comme un juge. « S'il vous plaît, supplia-t-elle, les larmes coulant sur son visage, ne la punissez pas, c'est ma faute, tout, je suis tombée malade, je n'ai pas pu, je suis tellement désolée. Je paierai ce qu'elle a cassé, je travaillerai gratuitement, mais s'il vous plaît, ne prévenez pas la police, ne lui faites pas de mal. » Arthur regarda les deux femmes qui se raccrochaient l'une à l'autre dans un océan de dettes, de maladies et de peur. Une douleur aiguë lui serra la poitrine. Pas le cœur, quelque chose de plus ancien, le souvenir de sa propre mère après le télégramme, le souvenir d'une maison riche à millions et vide de joie. « Lui faire du mal ?» répéta-t-il, la voix plus douce qu'il ne l'aurait voulu.
Hélène, je ne suis pas là pour lui faire du mal. Je suis là pour vous empêcher de lui en faire. Hélène leva les yeux, perdue. Quoi? Votre fierté, la sienne, vous la laissez détruire toute sa vie brillante, parce que vous êtes trop fier pour demander de l'aide. De l'aide? Répéta Hélène comme si le mot était en langue étrangère. À qui? Qui aide des gens comme nous? Moi, répondit simplement Arthur. Il s'assit dans l'unique fauteuil usé. Il n'était plus le milliardaire intimidant, juste un vieil homme dans une pièce froide et petite. Voici ce qui va se passer, dit-il. Ce n'était pas une proposition, c'était un constat. Demain matin à 9 h, une voiture viendra vous chercher, Hélène. Elle vous emmènera à la Cleveland Clinic. J'ai parlé au docteur Aeris. C'est le meilleur spécialiste du pays pour votre maladie. Un vieil ami. Hélène le regardait bouche bée. Je ne peux pas. Les frais. Vous ne parlerez pas de frais, coupa Arthur. Vous parlerez de votre santé. Tout. Transport, traitement, médicaments, c'est pris en charge. C'est payé. Mais pourquoi? Il leva la main. Je n'ai pas fini. Claire releva son visage trempé de larmes. Mon assistant George sera au lycée Northwood à 8 h. Il rencontrera votre principal. Il expliquera l'urgence familiale médicale qui a causé vos absences. Vous passerez vos examens de fin d'année. Vous aurez votre diplôme. Votre dossier d'absentéisme sera corrigé. Les yeux de Claire s'écarquillèrent. Mais la bourse, j'ai raté la deadline, elle est perdue. Les deadlines, dit Arthur avec un mince sourire rare, ne sont souvent que des suggestions pour les gens qui ne savent pas convaincre. George est très convaincant. Il parlera ce soir au comité d'admission de Georgetown. Vous validerez votre bourse. Vous irez à Washington à l'automne. C'est définitif. Le silence tomba. Hélène et Claire le regardaient, sonnés. En 2 minutes, il avait résolu des problèmes qui les écrasaient depuis des mois. Hélène parla la première, d'une voix fragile. « Monsieur Coleman, pourquoi? C'est de la charité. On ne peut pas accepter. C'est trop. » Arthur se pencha en avant. La fatigue de ses insomnies de 3 h du matin était revenue, mais différente. « Ce n'est pas de la charité, Hélène. » Il la regarda droit dans les yeux. « Je suis venu cet après-midi. J'ai vu votre appartement. J'ai vu une photo près de la porte. » Hélène jeta un œil à la petite table encombrée. « Une photo? Petite, un homme en uniforme, militaire. » La main d'Hélène monta à sa gorge. « Mon père. »« Robert Miller, dit Arthur. »« Oui, répondit Hélène, la voix pleine de fierté filiale. Capitaine Robert Miller. » Arthur hocha lentement la tête. « Je le savais, murmura-t-il. Je me doutais, mais il fallait que je sois sûr. »« Vous connaissiez mon père ?»« Non, répondit Arthur, je n'ai jamais eu cet honneur, mais j'ai entendu parler de lui. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. Une histoire qu'il n'avait pas racontée depuis 50 ans. « J'avais un frère aîné, dit-il enfin, la voix lointaine, les yeux fixés sur le mur, sur le passé. Thomas, Tommy. Il était tout ce que je n'étais pas. Bruyant, drôle, courageux. Je l'idolâtrais. » Claire et Hélène écoutaient, immobiles. « J'étais à l'université, en école de commerce. Lui, il s'est engagé, sans première aéroportée, envoyé au Vietnam, Baker Company. » Les yeux d'Hélène s'écarquillèrent. « C'était la compagnie de mon père ?»« Oui, votre père était son capitaine. Tommy, il n'est pas rentré. Il avait 20 ans. Il baissa les yeux sur ses mains qui avaient bâti un empire. Après ça, ma mère s'est éteinte peu à peu. Mais un jour, une lettre est arrivée, du capitaine Robert Miller, votre père. Il parlait de Tommy. Il disait que mon frère avait été courageux, qu'il avait sauvé 2 hommes, qu'il n'était pas seul à la fin, qu'il lui avait tenu la main, qu'il était fier d'avoir servi avec lui. » Arthur dut s'arrêter, il s'éclaircit la gorge. Il a écrit 3 lettres, Hélène, à une femme qu'il n'avait jamais rencontrée, pour un garçon qu'elle avait perdu. Ces lettres, c'est tout ce qui a maintenu ma mère en vie. Elles nous ont rendu Tommy. C'était un cadeau de paix. Il plongea la main dans la poche intérieure de sa veste, sortit son portefeuille. D'un compartiment usé, il tira un petit carré de papier jauni, craquelé aux pliures. Une photo, celle de son bureau, les jeunes soldats dans la jungle. Il la tendit à Hélène. Elle la prit d'une main tremblante.
Elle vit un groupe de garçons fatigués mais souriants. Au centre, un jeune homme au visage fort et doux. À côté, un plus grand qui riait, le bras passé autour de ses épaules. « C'est mon père », souffla Hélène, le doigt sur le visage. « Et celui-là, dit Arthur, en désignant le garçon qui riait, c'est mon frère, Tommy. » Claire se pencha. Elle découvrait son grand-père jeune, vivant, un homme qu'elle n'avait connu qu'ancien et silencieux, sentant le tabac. « Votre père, reprit Arthur d'une voix chargée d'émotion, n'a abandonné personne, ni ses hommes, ni même leur mémoire. » Il regarda Claire. Il vit son visage pâle, épuisé, le cordon d'honneur, les yeux de son grand-père. « J'ai été très riche très longtemps, dit-il, mais j'ai toujours porté une dette que je ne pouvais pas rembourser. Une dette envers votre père pour sa bonté, pour son honneur. » Il se leva. « Ce n'est pas de la charité, c'est la famille, c'est une dette, de 50 ans en retard. Votre grand-père a sauvé ma famille, Hélène, vous allez me laisser aider la sienne. » Il regarda sa montre. Minuit passé. « Une voiture sera là à 9 h, Hélène, soyez prête, l'équipe du docteur Hayris vous attendra. » Hélène hocha la tête, les yeux rivés sur la vieille photo. « Claire. » Elle leva son visage rougi et gonflé. « Je vous attends au lycée à 8 h 30. Georges vous accompagnera. Vous irez voir la principale. Vous passerez vos examens. »« Oui, monsieur, » murmura-t-elle. « Bien. » Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Georges a aussi pour instruction de faire rétablir l'électricité, le gaz et de commander des courses. On n'avance pas quand on a froid et faim. Il se retourna une dernière fois vers Hélène. Il n'a abandonné personne, Hélène. Il est temps que sa famille soit traitée de la même façon. Il partit. La porte se referma doucement. Pendant 1 minute entière, mère et fille restèrent immobiles. Puis Hélène laissa échapper un long souffle tremblant, à mi-chemin entre le sanglot et le rire. Claire courut à la petite cuisine, le corps enfin lâché par le stress de la nuit. Quand elle revint, Hélène était là, appuyée sur son déambulateur, un verre d'eau à la main. « Maman, c'est réel ?» Hélène regarda l'appartement minuscule et froid, les avis de coupure, l'uniforme abîmé de sa fille, puis la photo de 50 ans dans sa main. « Je crois, ma chérie, » répondit-elle d'une voix tremblante. « Je crois que ton grand-père vient de nous sauver. » Les 2 semaines qui suivirent furent un tourbillon, comme si une équipe invisible et ultra efficace reconstruisait une vie. À 8 h 30, une Claire tremblante retrouva George Shaw devant le lycée Northwood. Costume impeccable, calme absolu, il régla tout. La principale, Madame Dwight, sortit en courant de son bureau, le visage partagé entre l'inquiétude et le soulagement. « Claire, ma petite, on était tellement inquiets !»« Urgence médicale familiale, Madame Dwight », expliqua George, avec fluidité, en lui tendant un dossier. Claire a été la principale aidante de sa mère. Voici les documents de la Cleveland Clinic. La principale lut les lettres. Toute sévérité administrative s'évanouit, remplacée par une profonde compassion. « Ma pauvre, pourquoi tu n'as rien dit ?»« Je ne savais pas comment. »« Tout est réglé désormais, » conclut George. « Nous devons simplement organiser ces examens finaux. »« Bien sûr, tout ce que vous voulez. » Pendant ce temps, une autre voiture vint chercher Hélène. Elle avait peur, mais à la Cleveland Clinic, les infirmières l'attendaient. Elle connaissait son nom. Le docteur Hayris, un homme doux aux yeux chaleureux, resta 1 heure avec elle. « On va arranger ça, dit-il simplement. Votre seul travail, vous reposer. » Pour la première fois depuis 1 an, Hélène Miller dormit sans douleur et sans peur. À l'appartement, l'électricité revint. Le chauffage au gaz se mit à ronronner, inondant les pièces de chaleur. Un service de course livra des cartons de vraie nourriture. Claire s'installa à son petit bureau, les vieux manuels ouverts. Elle étudia, elle passa ses examens. Les mots sur la page n'étaient plus le rappel d'une vie perdue, c'était une carte. Le jour de la remise des diplômes, il faisait beau et chaud. Sur le terrain de football du lycée, des rangées de chaises pliantes. Claire était sur l'estrade, toque et toge bleue, le cordon d'honneur bleu et or autour du cou. Elle chercha dans la foule. 3e rang. Sa mère, en fauteuil roulant, mais plus la femme grise et brisée de l'appartement. Les gonflements avaient diminué. Ses cheveux étaient coiffés. Elle rayonnait d'une fierté si intense que Claire la sentait depuis l'estrade. À côté d'elle, costume gris simple, Arthur Coleman. Il n'avait pas l'air d'un milliardaire. Il avait l'air d'un grand-père. Il croisa son regard. Il ne sourit pas. Il hocha simplement la tête. Respect, c'est ton jour. Quand on appela majeur de promotion Claire Miller, les applaudissements furent tonitruants.
Elle marcha jusqu'au pupitre, déplia son discours, regarda ses notes. Puis, elle regarda sa mère et Arthur. Elle replia la feuille et la posa. « Bonjour, dit-elle. » Sa voix était claire, elle ne tremblait pas. « J'avais écrit un discours sur l'avenir, mais je ne veux pas parler de ça. » Elle agrippa les bords du pupitre. « Je veux parler du moment où on n'en voit plus, d'avenir. Je veux parler de la gentillesse. On pense que l'histoire est faite par les grands, les présidents, les milliardaires. » Elle vit Arthur bouger légèrement. « Mais l'histoire, c'est aussi des petits choix, des gens fatigués, effrayés, qui choisissent quand même de faire ce qui est juste. Un soldat qui écrit à une mère qu'il n'a jamais rencontrée. Une mère qui préférerait tout perdre plutôt que laisser sa fille voir sa douleur. Des gens qui voient quelqu'un tomber et qui, au lieu de passer leur chemin, s'arrêtent. Ils s'arrêtent et tendent la main. Ses yeux étaient rivés à ceux de sa mère. Mon avenir, il n'est pas à moi. Il a été acheté pour moi. Il a été acheté par mon grand-père il y a 50 ans. Il a été acheté par ma mère qui a sacrifié sa santé pour moi. Et il m'a été rendu par un homme qui comprend qu'on n'abandonne personne. » Elle inspira profondément. « Félicitations à ma promotion, on l'a fait. Mais ne vous contentez pas d'être brillant. Soyez gentil. C'est comme ça qu'on change le monde. Merci. » Le terrain resta silencieux une seconde. Puis les applaudissements éclatèrent. Pas polis, puissants. Les élèves se levèrent, les parents se levèrent. Madame Dwight pleurait. Hélène sanglotait dans ses mains. Arthur lui tapotait l'épaule, le visage impassible, mais les yeux brillants. 1 mois plus tard, Hélène était de retour au travail. Pas guérie, le lupus n'est pas un rhume, mais en rémission. Les nouveaux traitements, les bons soins, lui avaient rendu sa vie. Elle était assise dans la bibliothèque d'Arthur. C'était elle qui avait demandé ce rendez-vous. « Arthur », il avait insisté pour qu'elle l'appelle par son prénom. « Il n'y a pas de mots pour vous remercier. Mais je ne peux pas être un cas de charité. Il faut que je travaille, que je fasse quelque chose. » Arthur sourit. Il attendait ça. « Vous avez raison. C'est pourquoi j'ai un poste pour vous. » Il désigna une pile de cartons sur son bureau. « Ma mère avait créé un petit fonds. Elle l'appelait le fonds Baker Company, pour aider les enfants et petits-enfants de vétérans. Livres scolaires, apports pour une maison, un peu de gentillesse, disait-elle. Il soupira. Après sa mort, je l'ai laissé dormir. J'étais occupé. J'avais oublié. Il la regarda droit dans les yeux. Je viens de le relancer et de le doter correctement. Mais il lui faut une directrice, quelqu'un qui lise les lettres, qui trouve les gens dans le besoin, qui soit le cœur du fond. Hélène le regarda, perdue. « Mais je suis femme de ménage. » « Non, répondit Arthur. Vous êtes la fille d'un vétéran, une femme qui connaît le sacrifice, qui sait ce que c'est d'avoir besoin et d'être trop fière pour le dire. Je ne vois personne de plus qualifié. » Hélène regarda les cartons. On ne lui offrait pas la charité. On lui offrait un sens. « Oui, dit-elle, la voix claire. Oui, ce sera un honneur. » L'été se termina. Un matin frais de fin août. Claire partait pour Georgetown. Hélène, désormais en rémission, l'accompagna depuis leur nouvel appartement lumineux. La berline d'Arthur s'arrêta. Il descendit. « Prête ?»« Prête », répondit Claire avec un grand sourire. « Quelques détails, dit-il en lui tendant un carton. Dedans, un nouvel ordinateur portable pour les dissertations de sciences politiques. »« Arthur, c'est trop. » N'importe quoi. Il lui tendit ensuite une enveloppe plate. « Et ça ?» Elle l'ouvrit. Un cadre en bois sombre. La photo. Les jeunes soldats dans la jungle, son grand-père et Tommy. « Mais c'est la vôtre, celle de votre bureau. »« Non, » corrigea doucement Arthur. « Celle de mon bureau était à ma mère. Celle-ci, c'était celle de Tommy. Elle était dans son portefeuille quand on a renvoyé ses affaires. Je pense qu'il aurait voulu que tu l'aies, pour te rappeler de quoi tu es faite. » Les yeux de Claire s'emplirent de larmes. Elle le serra dans ses bras. Un vrai câlin, franc et reconnaissant. « Merci, pour tout, pour m'avoir vu. » Il lui tapota le dos, la gorge nouée. « Allez, file, Washington n'attend pas. » Elle serra sa mère longuement. « Je t'aime, maman. Prends bien tes médicaments. »« Promis, » rit Hélène en essuyant une larme. « Appelle-moi tous les soirs. » Claire monta dans le taxi. Par la vitre arrière, elle les regarda. Sa mère, en bonne santé, forte.
Et Arthur, le milliardaire qui n'arrivait plus à dormir, le bras passé autour des épaules d'Hélène. Deux personnes de mondes opposés, sur un trottoir, regardant s'éloigner l'avenir qu'ils avaient construit ensemble. Arthur regarda la voiture disparaître. Il leva les yeux vers le ciel bleu éclatant. Il avait bâti un empire en repérant les schémas, les tempêtes, les marchés, les concurrents. Mais pendant 50 ans, il avait manqué le plus important. Il cherchait un moyen de rembourser une dette au passé. Il n'avait jamais compris que cette dette était destinée à l'avenir. Une sensation nouvelle, étrange, naquit dans sa poitrine. Une paix, un calme. « Allez, Hélène, dit-il en la guidant vers sa voiture, au bureau, on a du travail. » Et pour la première fois depuis très très longtemps, il sentit qu'il dormirait peut-être cette nuit-là. Et c'est ainsi que s'achève notre histoire, une dette de 50 ans enfin remboursée. J'espère que ce récit sur la façon dont un seul petit acte de gentillesse peut traverser les générations et changer un avenir vous a offert un moment de pause et de réflexion. Je serais curieux de savoir ce que vous faisiez en écoutant ça. Vous vous détendiez avant de dormir ou vous commenciez la journée avec une tasse de thé? Laissez un petit mot en commentaire, je les lis tous vraiment. Si vous voulez qu'on se recroise pour la prochaine histoire, un pouce et un abonnement font toute la différence. On essaie toujours de s'améliorer, alors n'hésitez pas à partager vos retours. Merci d'avoir passé ce moment avec moi.